Berserk est l'une de mes œuvres favorites. J'ai acheté tous les tomes, mais on peut dire que je suis vraiment tombé amoureux de cette œuvre. Aujourd'hui, je vais parler de Berserk. Le manga de Kentaro Miura de 1989 est un véritable chef-d'œuvre et se hisse parmi les meilleures œuvres littéraires à mon avis. Cette vidéo sera pas exhaustive, mais je l'ai pensée comme un témoignage de mon amour pour ce manga. J'oublierai sûrement des choses, mais le but c'est avant tout de créer une espèce de coffre dans lequel je dis tout ce que je pense d'un de mes mangas préférés. La fresque peinte par Berserk est l'une des plus noires du manga, et peut-être même de la littérature tout entière. Toutes les atrocités imaginables par l'homme, qui est pourtant une créature très créative, sont dépeintes dans ce manga. Mais le plus frappant, c'est que la plupart de ces atrocités n'ont pas de raison apparente. Les péchés des êtres humains sont représentés sous la forme d'apôtres, des humains en apparence, mais qui, une fois révélée leur véritable nature, dépeignent un des pires portraits que l'on puisse donner de l'humanité, comme si leur vice et le mal qu'ils habitaient à l'intérieur de leur cœur se révélaient à la face du monde. Berserk fait partie des rares œuvres qui ne se contemplent vraiment que sur le papier si on y pense. Même si un jour on obtient une adaptation fidèle aussi bien en qualité qu'en narration par rapport à l'œuvre originale, je pense qu'on n'arrivera jamais à atteindre le niveau de la première adaptation des années 90 et de l'œuvre papier en général. Que la plupart des adaptations se concentrent principalement sur l'âge d'or, coupe les trois premiers tomes et nous donne directement l'histoire de Guts de sa naissance au pied de sa mère pendue dans ses entrailles jusqu'à aujourd'hui. J'attends encore une adaptation animée qui retranscrirait le chef-d'œuvre de Kentaro Miura du début du tome 1 jusqu'au tome 41-42, là où j'en suis en ce moment, et fidèlement dans l'ordre chronologique, tout en prenant en compte l'arc du guerrier noir. Berserk a une place étrange. Personne ne peut contester le fait que c'est un classique du seinen et peut-être un des meilleurs seinen de tous les temps. Cependant, il n'arrivera jamais à la cheville d'œuvres comme Naruto, One Piece ou les autres très gros poulains du Shonen Jump, du moins en termes de popularité et d'engouement surtout. Surtout, on remarque que les adaptations sont souvent inégales. Si on parle de l'adaptation qui parlait de Mos Guise, de l'ère des châtiments, du post-Eclipse en fait, on remarque la mauvaise adaptation en CGI. Si on parle de l'adaptation des années 90, on peut la trouver très satisfaisante, cependant, elle s'arrête à l'Eclipse, nous laissant du coup avec la plus grande partie du manga encore à adapter. On peut se demander deux choses. La première chose, c'est est-ce que l'œuvre n'est pas trop bien adaptée à son premier média, qui est le manga, et donc qui vraiment est une œuvre pensée pour être lue sur papier. Et enfin, si le manga n'est pas trop violent pour être adapté en animé. Parce que il y a vraiment des scènes dans Berserk, des scènes de violence sexiste et sexuelle, il y a des scènes avec beaucoup de sang. Enfin, Berserk n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, c'est signalé dans les tomes quand on les lit. Je pense pas qu'on pourra un jour en faire une œuvre grand public. Cependant, Berserk reste une œuvre culte, et c'est pour ça que on peut s'interroger sur le manque de merchandising en Europe et le manque de produits dérivés. Je pense que c'est parce que le public est trop niche et que du coup les ayants droit ne voient pas l'intérêt de dépenser de grosses sommes d'argent alors que les profits ne sont pas forcément attendus à l'arrivée, quoi. Guts, c'est le personnage principal, ça tout le monde le sait. L'épéiste noir, personnage qui souffre tout au long du manga, le manga dépeignant en fait le chemin noir qui l'emmène de sous sa mère jusqu'au royaume des elfes. C'est un personnage taciturne qui n'écoute que sa force. Il fonce tête baissée au devant du danger et ne reculera jamais.
La fuite n'est pas une option, c'est un personnage que Miura veut classe, impressionnant, imposant. En fait, on voit toujours l'aura de Guts, ce qu'il dégage dans les yeux des gens autour de lui, que ce soit Shirk, que ce soit les passants, que ce soit les différentes personnes qu'il va rencontrer dans sa vie, même les membres de la troupe du Faucon. Son côté taciturne, froid et très introverti qu'il tient de son enfance et des traumatismes qu'il a subis, à mon avis, confère une aura assez impressionnante qui le fait tout de suite se démarquer par rapport aux autres personnages du manga. De mon point de vue, on pourrait presque dire que le thème principal, hormis le destin et est-ce qu'on peut échapper à son destin, ainsi de suite, c'est évidemment donc l'inné et l'acquis, tout ça, mais c'est surtout la souffrance. Parce qu'on voit vraiment que Guts en prend plein la tête. D'accord, on peut considérer que des personnages comme Naruto, que des personnages comme Ichigo ont pu souffrir dans leur œuvre, mais jamais au niveau de Guts. Guts est littéralement en morceaux. Une fois adulte et pendant la plus grande partie du manga post-éclipse, il lui manque un œil, il lui manque un bras, Guts est couvert de cicatrices, et il en accumule de plus en plus avec le temps qui passe. Une des particularités du manga, en fait, c'est la dynamique entre Guts et Griffith. Je m'explique. Dans la plupart des mangas, que ce soit shonen, seinen ou autres, que ce soit Naruto Sasuke, Goku Vegeta ou les autres, c'est le protagoniste, donc Naruto, Luffy, Asta, qui en fait se démarque. C'est normal, ce sont eux les personnages principaux et c'est leur histoire que l'on suit. Et on remarque que le schéma que suit Berserk est plus original, c'est-à-dire que à un certain moment, donc je vais spoiler à fond, à un certain moment, Guts ne peut plus rattraper Griffith. Et c'est très bien symbolisé quand ils sont dans le royaume des elfes. Griffith se révèle être l'enfant qui apparaît la nuit et kidnappe Casca, et il n'y a absolument rien que Guts puisse faire. Pareil à la colline aux épées, enfin je crois, il me semble que ça s'appelle comme ça, l'endroit où le dernier membre hors Guts et Casca a forgé des épées pour s'entraîner et pour symboliser tous ses compagnons morts. Quand Griffith et Guts se rencontrent, après que Guts ait pu récupérer Casca, on voit l'écart de niveau faramineux entre celui qui est devenu un God N, qui a accompli son objectif, ou du moins qui finit de l'accomplir quand il crée Falconia, mais bon, on peut dire qu'il avait accompli son objectif et que plus rien ne pouvait se dresser devant lui à partir du moment où il est devenu un God N. On voit que plus le temps passe dans le manga, et plus l'écart entre Guts et Griffith se creuse, parce qu'à la fin de l'âge d'or, quand Guts veut reprendre sa liberté pour ne plus suivre le rêve de Griffith et trouver sa propre voie, il bat Griffith assez facilement en fait, en duel. Et donc, on voit que Guts, qui au début s'était fait battre par Griffith au tout début, repasse devant lui. Donc en fait, on peut se dire que cette fois-ci, Guts a définitivement dépassé son rival au moment où il reprend sa liberté. Sauf que non, parce que la destinée avait décidé que Griffith serait le personnage principal de cette histoire. Griffith est, entre guillemets, mais je vais utiliser un vocabulaire religieux pour que les gens comprennent mieux, enfin pour que vous puissiez mieux comprendre, Griffith est le Messie, en fait. Donc, chez Griffith, il y a, même s'il y a beaucoup de ténèbres, parce qu'on sait ce qui lui a permis de devenir God N, c'est-à-dire l'éclipse, ainsi de suite, le rituel, on voit que Griffith, il y a vraiment une figure messianique. C'est-à-dire que Griffith, il apparaît dans les rêves des gens, il apparaît dans les rêves du pape vieillissant pour que le pape entraîne toute la bourgeoisie du Midland derrière Griffith. En fait, Griffith se crée un récit messianique où il emporte tout le monde avec lui dans son rêve et où il atteint enfin finalement le château dont il a toujours rêvé. Et donc on voit que, en fait, au début l'histoire centrée sur Guts, même si Guts nous sert toujours de point de vue, mais en réalité
c'est Griffith qui fait bouger le monde autour de lui. C'est Griffith qui, disons, construit le monde autour de lui. Alors que tout semble perdu pour le Midland, dans la guerre contre les Kushan, Griffith arrive avec ses apôtres qui n'ont d'autre choix que de lui obéir car c'est un God Hand. Et Griffith arrive et évidemment, puisqu'il a des apôtres de son côté et des apôtres très puissants, il roule sur tout le monde, Locus, ainsi de suite. Il roule sur tout le monde. Il roule sur les Kushan, il roule sur Ganishka qui est pourtant sûrement l'apôtre le plus puissant juste en dessous des God Hand. Il roule sur tout le monde et vraiment sans effort. Là où Guts a besoin de Zod pour pouvoir se battre au niveau, Griffith, lui, pourrait plier tout le monde tout seul. C'est ça qui est terrifiant. Et on voit en fait que Griffith est celui autour duquel l'histoire tourne. En fait, là on va parler de l'inné et de l'acquis. Guts, c'est l'acquis, c'est-à-dire que Guts, il s'est construit, il est parti du plus bas, de l'échelle la plus basse possible. C'est-à-dire, il est parti vraiment des pieds de sa mère pendus. Et durant l'arc de l'âge d'or, Guts, en fait, quand lui et Griffith et la troupe du Faucon arrivent à se mettre dans les bonnes grâces de la noblesse du Midland et du roi, on voit qu'ils atteignent un certain statut social. Ça veut dire que ils n'ont plus normalement à s'inquiéter pour leur vie, en fait. C'est-à-dire que ils sont une troupe d'élite au service du roi et rien ne devrait pouvoir les empêcher d'atteindre leur objectif de grandeur puisque au final ils se hissent à la table des plus grandes armées du Midland. Par la force de ses efforts et en ayant fait la rencontre de Griffith, arrive à, en plus de s'améliorer au combat, de gagner encore en maturité, arrive à s'élever socialement et vraiment il monte le plus haut possible. Et là il y a l'éclipse et il chute au plus bas que terre, mais dans sa quête pour retrouver Casca, où il lutte avec sa santé mentale, il lutte contre les démons toutes les nuits, Guts arrive doucement à se reconstruire. Guts retrouve son calme, même s'il garde de nombreux traumatismes, Guts se reconstruit, s'améliore, et c'est sa haine qui le motive à devenir de plus en plus fort. Donc on voit que Guts, c'est un personnage qui fonctionne un peu vraiment comme l'homme dans le rocher de Sisyphe, si vous voulez. C'est-à-dire, il pousse son rocher jusqu'en haut de la montagne, jusqu'à atteindre un niveau vraiment élevé grâce à ses efforts. Donc c'est ça l'acquis, il acquiert de la force, il acquiert des connaissances, il acquiert de l'expérience, il acquiert de la sagesse, il traverse des choses, et rien ne lui était destiné, hormis évidemment quand il est marqué par le saut du sacrifice, mais on voit que c'est vraiment l'acquis, quoi. Il personnifie l'acquis face à Griffith, en fait. Donc, quand je dis que Guts, c'est un peu Sisyphe qui soulève son rocher, c'est-à-dire que chaque fois qu'il pense avoir accompli quelque chose, chaque fois qu'il pense être arrivé à un point précis dans sa vie, Griffith vient tout lui enlever. Ou le destin vient tout lui enlever. Le destin peut prendre évidemment la forme de Griffith, puisque Griffith c'est l'inné, mais ça on va en parler plus tard. Et donc, quand il avait atteint le statut social ultime à la fin de l'âge d'or, c'est les errances de Griffith qui vont lui coûter tout ce qu'il a acquis. Et quand, après de longs tomes, Guts arrive à se construire une famille, avec des proches, avec Shirk, avec Farnèse, ainsi de suite, avec Serpico, quand il arrive à se construire tout ça et à enfin atteindre une espèce de paix intérieure, malgré l'armure du Berserker, mais il arrive à atteindre une espèce de paix intérieure, Griffith arrive de nulle part. Lui, il a réussi sa vie, il a réussi son rêve, il a fondé Falconia, tout le monde l'adore, et il vient prendre le peu de choses que Guts a réussi à accomplir, c'est-à-dire sauver Casca. Puisque Guts, toute sa quête, le but c'était que Casca retrouve la raison, en fait. Il voulait se venger de Griffith, évidemment, mais un des buts de sa quête, c'était de retrouver Casca, et que Casca retrouve la raison. Casca retrouve la raison grâce
à la dirigeante des elfes. Et à ce moment-là, Griffith vient encore lui enlever. Et donc on voit en fait qu'il y a une espèce de dynamique du rocher de Sisyphe avec Guts. Après, c'est ma lecture des choses, tout le monde n'est pas obligé de la partager, mais une espèce de dynamique du rocher de Sisyphe. C'est-à-dire que chaque fois qu'il accomplit quelque chose, le rocher roule de l'autre côté de la montagne et Guts doit recommencer pour hisser le rocher une nouvelle fois en haut de la montagne. Et donc là, on va parler de Griffith et on va parler de Linné. Griffith était destiné à devenir un God End. Rien, jamais n'aurait pu l'empêcher d'accomplir son destin. Et la preuve de ça, c'est que quand il a des relations avec la princesse du Midland, dont son père est le père de la princesse du Midland et amoureux de sa propre fille, bref, c'est dégoûtant. Mais bref, quand il a des relations avec la princesse du Midland, ce qui le condamne à sa perte, en fait, il tombe plus bas que terre lui aussi, c'est-à-dire que il est torturé pendant 1 an, on lui coupe les muscles, on lui coupe les tendons, on lui enlève des morceaux de peau, on lui coupe la langue, enfin bref, les tortures les plus inimaginables. Il est à peine nourri, on lui donne juste ce qu'il faut pour qu'il reste en vie, pour qu'il puisse continuer à souffrir. Donc il est vraiment plus bas que terre, normalement, sans le destin, sans ce à quoi l'univers le prédestine, il serait déjà mort en fait. Il aurait déjà été jeté dans une fosse commune et le père de la princesse Charlotte aurait pu assouvir ses bas instincts. De gros dégueulasse. Que non, parce qu'en fait, il était destiné à trouver la Béélite, l'œuf du conquérant. Il était destiné à trouver la Béélite rouge qui appelle l'éclipse et qui fera de lui un God End. C'est-à-dire que la Béélite, en plus, c'est la fatalité, c'est-à-dire que au moment où il est plus bas que terre, où il pense, il se dit bon, mes amis m'ont sorti de l'horreur, de la torture dans laquelle j'étais, mais j'ai encore Casca. Chute en fait, que d'abord Guts et ainsi de suite, cette espèce de réaction cascade entre le départ de Guts et le fait qu'il soit torturé et l'éclipse, cette espèce de rebond comme ça. C'est quelque chose qui a été pensé par le destin qui en fait le manipule. L'idée c'est pas de dire Griffith did nothing wrong, c'est-à-dire c'est pas de dire Griffith n'a rien fait de mal. Griffith a fait des choses mal. Griffith a fait des choses monstrueuses. On pense à l'éclipse évidemment, la scène dont tout le monde a déjà entendu parler, où Griffith est déjà un God End, c'est-à-dire que il n'a pas besoin de faire ce qu'il va faire à Casca. Techniquement, il n'en a pas besoin. Il est déjà sorti de son cocon. La plus grande partie de la troupe du Faucon est morte. Il est devenu un God End. Donc, il n'a pas besoin de faire ça à Casca. Il le fait pourtant. Alors, beaucoup de gens se disent, oui, mais c'est pour punir Guts de l'avoir lâché. Oui, mais c'est parce que il y aurait une espèce de relation entre Guts et Griffith en sous-texte. C'est possible. Hein. Moi, je pense que c'est une idée qui se défend, mais bon, comme elle n'a pas été mise en pratique. Mise en pratique, ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas ouvert leur cœur l'un à l'autre pour dire ce qu'ils ressentaient ou pas. Donc, Griffith, en fait, était destiné à vivre ce qu'il a vécu pour arriver là où il est arrivé. En fait, c'est le destin et la prédestination, comme en fait dans nos propres vies. C'est-à-dire que vous ne décidez pas d'où vous naissez, vous ne décidez pas qui vous rencontrerez dans votre vie, et vous ne décidez pas ce que vous y ferez. Vous avez la sensation de décider, il y a des choix qui sont sûrement de votre ressort, mais les très grandes lignes, en réalité, sont déjà tracées avant même que vous ayez à prendre une décision. Et donc, en fait, dans l'acte de Griffith, et donc dans sa vie, et son accession au trône de Midland, il y a cette espèce de... On se demande, en fait, où est la part de libre arbitre, et qu'est-ce qui était inévitable. Moi, je pense que le fait qu'il devienne un God End était complètement inévitable. En fait, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il aurait fini par se mettre à dos Casca, Guts et tous les autres. Et de toute façon, la plupart seraient morts pour l'accomplissement de son rêve. God End, Griffith, qui a soif de pouvoir et qui veut atteindre son château, se dit que c'est ce qui se dit, c'est que quand il est manipulé, mais c'est ce qui se dit à ce moment-là où il devient un Femto, c'est
Tant de gens sont déjà morts pour mon rêve, je vais y aller. Je vais obtenir ce dont j'ai besoin. Il arrive à ce moment-là quand il décide de s'incarner dans l'apôtre Béélite, la créature Béélite qui se trouve dans l'ère des châtiments, qui se trouve sous la tour. Il s'incarne en elle et renaît dans un corps physique, certes, mais il est toujours un God Hand. C'est-à-dire que sur le plan astral, son âme et ses pouvoirs sont toujours ceux d'un dieu. Ce qui, en fait, d'une incarnation physique dans le monde d'ici-bas, dans le monde physique, et lui permet d'accomplir son dessein. On voit que il ne peut pas échouer. C'est-à-dire que le moment que Griffith choisit pour s'incarner, c'est précisément celui où le Midland est complètement dévasté, des grandes régions sont en train d'être complètement détruites par la pauvreté, par l'avidité des bourgeois, l'avidité des nobles, et en fait, vraiment, il n'y a plus rien qui va. Chaque planche nous montre des cadavres, des gens qui ont été torturés, crucifiés. Vraiment, on se dit qu'il ne restera plus rien du Midland, que la folie du roi a emporté en fait le royaume. Là, je vais développer l'ère des châtiments et la façon dont Griffith atteint le pouvoir. Donc, ça va durer un petit moment, mais c'est pour bien structurer ce que je veux dire. Donc, on a vu que Griffith était destiné à arriver là où il est arrivé. Mais Griffith, en même temps, veut y arriver. Il veut y arriver et il va y arriver. Il a une stratégie, parce que de toute façon, maintenant, c'est devenu un être divin. Grâce au sacrifice de ses camarades, il s'incarne au moment critique, comme je viens de le dire. Ère des châtiments. Donc, il y a la guerre avec les Kushan en parallèle, mais même si on va pleinement la vivre dans le manga plus tard, en fait, tout commence pendant l'ère des châtiments, quand Griffith va s'incarner. Parce qu'en fait, cet arc-là nous présente le monde du Midland tel qu'il est, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus rien qui va du tout. Et quand l'ère des châtiments est passée, guerre avec les Kushan, la guerre sainte, et l'accession de Griffith au trône du Midland. Je pense que c'est mon arc préféré. Il manipule tout le temps et tout le monde. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, tous les gens voient dans leur tête le rêve du faucon de lumière, et donc ils vont tous se mettre instinctivement à suivre Griffith. C'est-à-dire que, en fait, Griffith a appris de ses erreurs, à mon avis. Il a appris de l'arc de l'âge d'or quand la noblesse, en fait, lui mettait des bâtons dans les roues et l'empêchait d'atteindre son rêve. C'est là que Griffith s'est dit, il faut que tout le monde soit de mon côté, même les nobles, même les religieux. Dans cette période-là du manga, on voit que Miura développe quand même une approche critique de la religion, mais pas de la religion dans son entier. En fait, surtout de l'aspect fanatique, c'est-à-dire le fait de croire en sa religion, oui, mais à un tel point qu'on peut faire du mal aux autres, qu'on peut faire du mal à ceux qui ne pensent pas comme vous. En fait, une vision totalitaire de la foi. Avec l'apôtre Mosguiz, moi je l'appelle Mosguiz, mais je dois avoir une prononciation assez nulle, qui est en fait l'incarnation du fanatisme, avec Farnèse et les chaînes sacrées. Farnèse qui est vraiment une illuminée au début, après elle a un arc de rédemption quand elle intègre la bande de Guts, mais c'est une illuminée. C'est une fille en manque d'affection qui se laisse tomber dans la foi, mais vraiment jusqu'à y brûler. Et on voit que le fanatisme coûte très très cher. Mosguiz, Farnèse et tous les autres vont se livrer, enfin pas spécialement Farnèse, mais Mosguiz en tout cas et les gens qui le servent vont se livrer à des tortures innommables. Il y a des planches encore qui restent dans la tête, qu'on pourra sûrement jamais oublier ceux qui les ont lues, mais vraiment, il y a des moments dans le manga où on nous montre jusqu'où peut aller le fanatisme, jusqu'où peuvent aller les gens quand ils se rendent compte qu'ils ont Dieu de leur côté, enfin ils pensent avoir Dieu de leur côté, parce qu'il y a une distinction, il y a une nuance, et qui se disent, en fait, puisque l'ordre du monde me le permet, Dieu lui-même, je peux donc faire du mal à mon prochain et épurer tous les gens
qui ne pense pas comme moi en fait. Plus tard, Miura nous met en garde contre Griffith. On a vu ce qu'il a fait pendant l'éclipse, mais il nous met en garde aussi contre le totalisme religieux, comme je l'ai dit, le totalitarisme religieux. Contre les faux prophètes, contre les autocrates, tous ceux qui, en fait, se servent de récits communs et de mythes pour asseoir leur domination. La seule chose qui nous distingue des personnages, oui évidemment, nous on est vivants, pas eux, mais c'est pas ça. La seule chose qui nous distingue dans la façon dont on voit Griffith par rapport aux autres personnages post-éclipse, c'est que nous on sait ce qu'il a fait pour arriver là. On sait d'où il vient, on sait qui il est, on sait quel est son objectif, on sait ce qu'il a sacrifié et ce qu'il a fait pour arriver là où il est. Alors que les gens qui le rencontrent pour la première fois ne voient en lui que le faucon de lumière. Et comme on dit, c'est la première impression qui compte. Ils ont vu le faucon de lumière dans leurs rêves, ils ont vu Griffith magnifique sur son cheval, à foncer avec ses apôtres, massacrant en fait les ennemis du Midland. Et donc ils ne peuvent que lui faire confiance. Ils ne peuvent que lui faire confiance. Maintenant qu'on a parlé de l'inné, de l'acquis, du fait que on puisse aussi se servir de la religion, c'est ce que Miura nous montre, pour manipuler, arriver à ses fins, et se servir des gens pour arriver à ses fins. Et donc qu'il n'y a pas de bon pouvoir, parce qu'en fait, le pouvoir est une emprise sur les autres, même quand c'est juste le charisme de quelqu'un. Aborder maintenant juste quelques théories que j'ai pour la fin du manga et ou le manga en général. C'est l'énigme de Void. Bon, pour ce qui est de Skull Knight, on a un flashback, on se dit qu'en fait c'est une espèce de proto-Guts dans le sens où l'histoire dans le monde de Midland a l'air de fonctionner par cycle. C'est-à-dire, il y a un Guts entre guillemets, un Griffith entre guillemets et une Casca entre guillemets. L'univers pond en fait des cycles pour se maintenir en fait. Et donc on voit que à chaque fois il y a un même trio qui réapparaît sous des itérations différentes. Et donc on comprend que Skull Knight est un ancien Guts en fait. D'ailleurs confirmé par la prof de Shirk quand Guts acquiert l'armure du Berserker et que Skull Knight vient la visiter dans la discussion qu'ils ont en fait. Et un Void. Void, c'est pour moi la plus grande énigme parce que dans ce flashback, qui n'est pas vu le flashback en plus, qui est arrivé vraiment récemment dans les scans et dans le manga, dans ce flashback, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a Void avec toute une autre série de God End. Et donc, se pose une question. Parce que normalement, on se dit, les God Ends, une fois que tu es un God End, que tu fais partie de la main de Dieu, c'est une espèce de statut éternel. Tu es censé être immortel, tu es un être divin qui a vraiment tous les pouvoirs imaginables. On l'a vu avec Griffith, qui est capable carrément de manipuler la réalité, hein, qui est en fait omnipotent. Pourtant, on se dit, du coup, tous les God End doivent avoir des pouvoirs similaires. Sauf que, à l'itération précédente, à l'itération de Skull Knight, les God End ne ressemblaient pas à ça. Alors, il y a deux théories. Soit les God End avaient des formes différentes, mais c'était les mêmes. Soit, il y a au sein de la main de Dieu, donc les God End, il y a des concours de pouvoir. Il y a des luttes intestines pour savoir qui sera le leader parmi les God End. Ces luttes intestines, en fait, font naître des nouveaux God End quand un God End précédent est mort. Mais en même temps, je pense pas que cette théorie soit vraie, mais c'est assez étrange. Voilà ce que je pense. Enfin, ce que je pense. Ma théorie. On dit que il y a une espèce de cycle, je sais plus exactement la période, mais il y a un cycle pour la naissance d'un God End avec un œuf du conquérant. Or, God End, ça signifie 5, puisque c'est les 5 doigts, il y a un God End par doigt de la main de Dieu. Donc on se dit, il y a un nombre de places limité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, à chaque cycle, le God End le plus ancien disparaît, mais ça semble étrange puisque Void est censé être le plus ancien. Est-ce qu'à chaque fois, il y en a
3 qui disparaissent, un qui reste. Enfin, en fait, on ne sait pas. Mais c'est très étrange. On se dit, ça veut dire peut-être que, en plus d'être le dirigeant du Midland suite à l'événement Fantasia, Griffith va devoir garder son statut de God End, va devoir se battre pour se maintenir au pouvoir contre peut-être les autres God End qui essaieront de le destituer ou en fait on ne sait pas. Donc c'est très intéressant et je pense que c'est ce qu'on va voir dans la suite, c'est peut-être des luttes de pouvoir entre les God End. Particulièrement avec Berserk, c'est que son world building, la construction de l'univers se révèle petit à petit. Il peut y avoir des phases d'exposition à certains moments parce que sinon ce serait compliqué de nous faire comprendre tous les détails, mais autrement les choses se révèlent petit à petit et il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de trous. Il y a des gens même qui pensent qu'il y a un lien entre par exemple Guts et Zod, qui se disent peut-être que c'est son fils, peut-être que c'est un descendant de Zod, enfin on n'en sait rien. C'est intéressant parce que du coup le manga garde une espèce d'aura. Après autant de temps, il garde une aura de mystère et on se dit ça permet de garder de l'intérêt pour l'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où, grosso modo, tout l'univers s'est révélé au protagoniste et ensuite on rajoute, à chaque fois on agrandit un peu le cercle dans lequel ils évoluent en rajoutant artificiellement des intrigues, comme certains mangas. Mais là, vraiment, les choses se découvrent petit à petit et c'est très intéressant. Au début du manga, quand je dis que ça se révèle petit à petit, on ne s'attend pas à l'éclipse au début du manga. Évidemment, il y a les 3 premiers tomes et après, dans le monde des God End, Guts se retrouve face au God End, face à Griffith sous la forme de Femto. Donc on se dit, ils se connaissent de quelque part et c'est là qu'intervient le Golden Age. Mais on n'attend pas à l'éclipse, on se demande qu'est-ce qui a pu amener Guts à haïr Femto Griffith à ce point, mais on ne s'attend pas à l'éclipse. Et donc quand l'éclipse arrive, c'est un véritable choc, surtout que le Golden Age, en fait, c'est de la fantasy, mais c'est pas de la... C'est difficile de qualifier ça comme de la dark fantasy ou un peu à la Dark Souls, je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est un manga presque historique. Quand Zod apparaît, c'est un petit soupçon de magie, pas de féerie, mais disons de fantastique. On voit une autre part de la réalité, et on se dit que c'est une exception, que Zod est une espèce de bizarrerie. Et puis il y a Zod, et puis il y a l'autre apôtre, lorsque Casca dirige la bande du Faucon après que Griffith soit fait capturer. Mais on ne s'attend pas à l'éclipse. Et quand l'éclipse arrive et que des centaines, voire des milliers d'apôtres apparaissent dans le portail qui apparaît en forme de tornade, quand ils apparaissent, on se dit, mais on comprend qu'ils n'ont aucune chance. En fait, les 2 premiers apôtres qu'on va rencontrer nous permettent de comprendre pourquoi les membres de la troupe du Faucon à ce moment-là n'ont aucune chance. Et en fait, ça fait monter la tension parce qu'on comprend le danger qui est en face d'eux. On comprend qu'ils s'en sortiront pas. C'était un exemple de world building, de comment les choses se découvrent petit à petit et comment les choses se construisent et comment Miura arrive à nous faire comprendre le danger et qui arrive à nous faire peur en fait. Il arrive vraiment à nous faire peur parce qu'il y a les God End qui en fait sont au-dessus des apôtres et déjà quand il y avait 2-3 apôtres c'était chaud et là quand il y en a vraiment des centaines de milliers, vraiment alors là c'est vraiment game over. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. En fait, ce qui est impressionnant aussi, c'est, mais évidemment, il faut parler du dessin, mais je vais le faire assez vite parce que j'ai pas les connaissances techniques. Mais moi, je le trouve absolument magnifique. Je trouve que c'est sûrement l'un des mangas les mieux dessinés, à mon avis. Alors, il y a des gens qui, oui, vont trouver que, je sais pas, moi, Vagabond, c'est mieux. C'est possible, Vagabond, c'est vraiment très beau. Mais moi, vraiment, Berserk, le style de dessin de Miura est vraiment, vraiment, vraiment particulier et il me tient à cœur. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Miura, c'est la minutie dont il fait preuve, l'amour du détail, l'espèce d'obsession maniaque qu'il a avec les détails, avec les planches.
qui fait qu'on peut les regarder vraiment plein de fois et à chaque fois trouver un nouveau détail qu'on n'avait pas vu à la première lecture. J'apprécie la conception de son monde, j'apprécie la forme des monstres, des apôtres, des bâtiments. J'aime l'architecture de Falconia, l'architecture des bâtiments, c'est vraiment magnifique. Les paysages aussi, vraiment. Oh, il faut qu'on parle de quelque chose, c'est un manga, donc c'est sur papier, ça jusque-là on est d'accord. Mais donc la gestion de la lumière et des paysages dans Berserk est vraiment presque exceptionnelle, en fait, magnifique et presque exceptionnelle parce que les mangaka avec leur charge de travail parfois ne dessinent pas d'arrière-plan ou alors ne le détaillent pas autant que les personnages parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais Miura, avec son rythme particulier, a réussi à vraiment créer quelque chose d'inconcevable. Et donc c'est vraiment une œuvre qui en fait fonctionne presque dans sa propre petite bulle, autosuffisante, c'est-à-dire que c'est un univers entier et on voit pas très bien ce qu'on pourrait y rajouter. Et même une adaptation en fait, elle est là pour remplir nos cœurs de fans, mais je vois pas en fait quel but elle servirait. Voilà. Alors bon, pour cette fin de vidéo, il me faut parler de la fin du manga Berserk. Donc malgré la mort de Miura, il y a eu la reprise de la publication de chapitres de temps en temps pour faire avancer encore petit à petit l'histoire. Donc même si ça avance à la vitesse des escargots qui vont à l'enterrement. Hein. Mais bon, au moins, on se dit qu'on aura peut-être un jour la fin, surtout que si Kojimori et les gens du studio Gaga arrivent à ce point à bien reproduire le style de Miura et qu'ils connaissent déjà la fin, en fait, on se dit qu'on peut être assez optimiste. Moi, personnellement, je pense pas que... J'imagine pas une fin, grande bataille royale, comme Naruto ou d'autres, où vraiment c'est juste une succession de combats en mode feu d'artifice pour résoudre très vite et fermer toutes les lignes narratives en un seul point. Vraiment, je pense pas que c'est ce qui va arriver. Moi, en vrai, je vois mal Guts prendre son épée encore une fois, se relever et aller chercher Casca et tuer Griffith, en fait. Voilà, je ne pense pas. Peut-être qu'il trouvera un moyen de sauver Casca, c'est possible. Mais moi, ce que je trouverais encore plus intéressant, c'est que Casca sauve Guts. C'est-à-dire que Guts a passé tellement de temps à courir après Casca, tellement de temps à essayer de la protéger, que là, à l'inverse, ce serait Casca qui viendrait aider Guts, qui viendrait le sauver en fait. Elle s'échapperait du royaume de Falconia. Elle s'opposerait à Griffith. Je ne sais pas si Griffith oserait lui faire du mal, mais elle s'opposerait à Griffith et en fait, elle s'échapperait ou vaincrait Griffith elle-même. En fait, peut-être que Casca va vaincre Griffith, peut-être que c'est elle qui va s'échapper et sauver Guts de lui-même et de ses démons. Et ce serait une dynamique vraiment très intéressante dans la construction des personnages. Donc j'attends de voir ce que vous pensez en commentaire si jamais cette vidéo arrive jusqu'à vous. Et donc voilà, c'était ma capsule sur Berserk. C'est la première vidéo que je poste. Je m'attends à rien, mais bon, si jamais elle tombe entre vos mains, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de Berserk, ce qui vous plaît. Et puis, si vous l'appréciez déjà, je serai satisfait.